Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Télésud Global Africa. Et merci de votre fidélité à tous les programmes de la chaîne Panel Hebdo. L'actualité revue et revisitée, parfois bousculée par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses et décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-Paul Benoît. Maître, bonjour. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Maître Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire et ancien haut fonctionnaire. Ben Yayassi est avec nous. Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Oui, vous n'étiez pas là depuis quelque temps. Vous étiez en Guinée-Bissau, m'a-t-on dit, non? Non, mais pas très loin. Pas très loin, d'accord. Bienvenue en tout cas, Ben Yayassi, analyste politique. Oui, Gratien Rukindi-Kiza, qui revient du Rwanda, bien entendu, analyste politique. Bonjour, Gratien. Bonjour, Francis. Non, je ne suis pas du tout parti au Rwanda. Décidément, je suis mal informé, je suis mal renseigné. Il faudrait que mes renseignements soient meilleurs, mais peut-être qu'on va essayer avec Grégory Sileni, qui revient de Madagascar. Presque, on va dire. Presque, presque. Pas bien loin. Bah oui, il y a une forte diaspora malgache en France, donc je le salue d'ailleurs. Oui. Et ils nous suivent tous, j'espère, vivement. Là, je suis bien informé. En tout cas, Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Média et analyste politique, bien sûr. 3 sujets analysés, commentés et débattu dans cette édition de Panel Hebdo, l'incroyable menace d'une possible intervention américaine au Nigeria. Menace proférée par Donald Trump pour, dit-il, sauver des milliers de chrétiens assassinés par des islamistes radicaux. Que faut-il penser de cette nouvelle extravagance des locataires de la Maison-Blanche? Nous en parlerons dans cette émission. Autre sujet, le Sénégal. Le Sénégal où rien ne va plus entre le président et le Premier ministre. À Dakar, l'hypothèse de la rupture entre les 2 têtes de l'exécutif est désormais largement évoquée. Nous essaierons de comprendre cette situation inédite au Sénégal. Enfin, nous reviendrons une fois encore sur le cas des combattants africains incorporés dans les troupes russes en guerre contre l'Ukraine. La semaine dernière, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a interpellé les gouvernements africains sur le sort de ces combattants involontaires, chers à canon de l'armée russe. Nous en parlerons également ici. Voilà pour le sommaire. Premier sujet donc, l'incroyable menace de Donald Trump qui a demandé au Pentagone, c'était début novembre, de préparer une intervention militaire, pour, dit-il, une intervention militaire rapide et brutale au Nigeria pour sauver des milliers de chrétiens victimes de terroristes islamistes. Le gouvernement nigérien, qu'il accuse de fermer les yeux sur ces massacres, a réagi en dénonçant une instrumentalisation politique d'une situation bien plus complexe que le prétend Donald Trump. Alors, je me tourne vers vous, Maître Jean-Paul Benoît. Alors, on peut s'étonner de cette fixation sur les chrétiens de Donald Trump, dans un contexte où toutes les communautés, il faut le dire, sont visées par les violences terroristes. Oui, M. Trump, c'est le président à la menace. Il menace tous azimuts. Et là, effectivement, il a trouvé un sujet, les chrétiens. Et puisque c'est une espèce de croisade qui fait non seulement au Nigeria, mais ailleurs. C'est un axe de sa communication. Et d'ailleurs, son vice-président, quand il était venu en Europe, s'était exprimé sur le même sujet. Alors, la situation au Nigeria, elle est très complexe. C'est un pays immense, très peuplé, mais qui a toujours 220 millions d'habitants. Mais qui a toujours eu des problèmes de bonne gouvernance et de violence. Donc, ce que dit Trump, d'ailleurs, il a changé le nom du ministère des Armées, ça s'appelle le ministère de la Guerre. Ça ne s'appelle plus le ministère de la Défense. Donc, il menace tous azimuts. Alors là, il a trouvé, comme d'habitude, c'est une espèce de simplification et qui n'aidera pas à régler le problème. Au contraire, il va exacerber les tensions qui existent et c'est la politique du bouc émissaire. D'autant qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont menacés par les terroristes au Nigeria. Il y a un problème global de maintien de l'ordre et de sécurité au Nigeria. Et ça n'est pas seulement ce président et ce gouvernement. C'est, hélas, inhérent
à la vie politique de ce pays depuis de nombreuses années. Donc, on peut même dire d'ailleurs que le gouvernement nigérian s'en sort plutôt pas mal dans la lutte contre Boko Haram. Exactement. Quand on voit évidemment ce qui se passe ailleurs dans le voisinage. Hein. Oui, alors, ils sont sur les islamistes, ils ont été réactifs. Et effectivement, quand on voit ce qui peut se passer au Mali demain, on peut être interrogatif et inquiet. Donc, je ne vois pas très bien ce à quoi Trump veut aboutir. Alors, il va sûrement avoir une négociation avec le président et il va faire comme d'habitude. Il va annoncer des droits de douane à 200%, après il les mettra à 100%, et puis après à 20%. C'est la menace qui sert de politique extérieure pour les essayer. Et de communication politique. Et c'est une communication à partir de... Je représente le bien, je représente les valeurs chrétiennes, et donc je suis le président du bien et c'est moi qui dis la morale. Une approche primaire de la politique, degré zéro de la politique. C'est en tout cas une approche caricaturale et dangereuse de la politique. Je ne sais pas quelle est la culture en matière d'étude des religions de M. Trump. Pour lui, la religion est un slogan davantage qu'une foi, qu'une méditation ou qu'une ascèse spirituelle. On pourrait même se demander si lui et son cercle d'amis savent réellement où se trouve le Nigeria sur une carte du monde. Hein. J'espère quand même qu'il a regardé une map monde. On en doute parfois d'ailleurs. On en doute parfois. On en doute parfois. Voilà, donc c'est l'immobilier qui sert de religion finalement. En tout cas, il a déclaré ceci, hein, monsieur, le christianisme, dit-il, est confronté à une menace existentielle au Nigeria, où des milliers de chrétiens sont assassinés. Alors, comment déclencher une intervention militaire sur la base d'un constat, je veux dire, aussi délirant, Ben Yassine ? Déjà, on a un air de déjà-vu, parce qu'il avait fait la même chose avec l'Afrique du Sud, les fameux blancs qui étaient décimés. Donc, bon, là, on avait accusé aussi Elon Musk, qui était à ses côtés, mais cette fois-ci, pour le cas du Nigeria, quand même, c'est un peu bizarre cette façon de faire, parce que là, c'est une méconnaissance totale du Nigeria. De l'histoire de ce pays, de sa géographie et de sa composition ethnique et de son histoire récente, parce que ça a été déjà évoqué, il y a Boko Haram qui est là sur place et qui ne fait pas de distinction entre les Nigérians, quelle que soit leur origine ou bien leur confession religieuse, donc qui fait des victimes aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Et ensuite, moi, j'avais toujours cru comprendre qu'au Nigeria, au niveau de certaines régions, c'est les chrétiens qui sont majoritaires. Et j'ai pris la précaution de vérifier, effectivement, avant de venir, sur les 210 millions, il y a au moins 91 à 97 millions de Nigérians qui sont... Tout à fait. De religion chrétienne, surtout les Yoruba, et un peu vers le golfe du Bénin, donc là où on produit beaucoup de pétrole, parce que les Haoussa et les autres sont plus vers le nord. Et donc je me demande, et surtout c'est la rhétorique et la façon de faire qui dérange énormément, parce que c'est toujours à travers son réseau social que Trump lance son message. Ce message est repris ensuite par la Maison-Blanche avec de faux montages. Et dans le cas du Nigeria, je pense qu'il y a deux aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Le premier aspect, le Nigeria a besoin des États-Unis sur le plan militaire pour encore faire face à Boko Haram, parce que la menace n'est pas encore complètement effacée. Et deuxièmement, Trump a toujours un objectif économique et il sait que le Nigeria a besoin des États-Unis sur le plan économique pour faire écouler certains de ses produits. Et donc voilà, on est toujours dans cette rhétorique, on est toujours dans cet aspect théâtral avec Trump, dans ses tromperies. Alors, Grégory Sileni, Ben l'a évoqué rapidement, des recettes de position de Donald Trump. Il faut dire qu'il y a la pression des groupes chrétiens évangélistes qui soutiennent Donald Trump et qui accusent d'ailleurs le monde entier de violence contre les chrétiens. Donc voilà, c'est quand même, on a quand même affaire aussi, je dirais, à une vague idéologique qui sous-tend cette décision, cette déclaration de Donald Trump.
Moi, dans les propos de Donald Trump, je distingue deux choses. Il y a la première chose qui relève pour moi du sociétal, qui est les répercussions d'une guerre où il y a des victimes. Et on s'aperçoit, parce que j'ai regardé, hein, je rejoins ce qu'a dit Maître, où il y a une complexité, c'est très complexe la situation du Nigeria. Le pays, si on devait un peu le schématiser, il est scindé en deux. Les États du Nord sont principalement musulmans, il y a 12 États qui appliquent la charia, et l'autre moitié est chrétienne. Dans le Pour aller vite. Oui, je schématise, j'ai précisé, je schématise. On dit 45% de musulmans, 45% de chrétiens. Dans ce contexte de guerre, il y a 2 millions de déplacés qui ont été victimes par rapport aux terroristes, le Boko Haram et l'État islamique Afrique de l'Ouest. Ce qu'on constate, j'ai regardé plusieurs chiffres, parce qu'en fait, ce qu'on reproche aussi à Donald Trump, c'est qu'il s'est appuyé sur les chiffres de Portes Ouvertes, Open Doors, qui, il faut le rappeler, quand même une ONG néerlandaise qui agit depuis maintenant 70 ans, qui recense tous les persécutés chrétiens dans le monde. Et on lui a reproché d'utiliser, parce qu'on sait que c'est une ONG qui est protestante, évangélique, on a reproché ça. J'ai regardé d'autres chiffres. ORFA, Observatoire de la liberté religieuse, qui regarde donc les chiffres et la situation, on constate tout de même qu'entre 2019 et 2023, il y a 16 000 chrétiens, 16 769 chrétiens qui ont été tués, et musulmans, on en voit 7 722. Donc c'est pour ça que je dis, de manière factuelle, il y a quand même des chrétiens qui sont plus victimes, alors que on sait que c'est dans les États du Nord qu'il y a les djihadistes. Donc il y a quand même un questionnement pour moi où ça interroge et qui est légitime. Ça, on va dire, c'est de là à déclencher l'intervention militaire. Non, de l'intervention militaire. Non, c'est pour ça que j'y viens. Pour moi, il y a un deuxième aspect. En plus, c'est une affaire locale, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, non, mais je vais y venir après. C'est un fait qui relève de la souveraineté de l'État nigérian. Tout à fait d'accord. Et en plus, ce qu'il sous-entend dans son propos, c'est qu'il y aurait une sorte de génocide envers les chrétiens. C'est pour ça que là, après, on commence à dévier. Et moi, je fais attention avec Donald Trump, parce qu'il a toujours ce glissement où il veut pousser les observateurs à tomber dans un manichéisme. Et après, du coup, tout est biaisé dans notre analyse. De toute façon, il n'interviendra pas militairement. Non, il n'interviendra pas, c'est sûr. Après, la deuxième chose que je vois, et là, je vais rejoindre du coup ce que vous soulevez, Francis, il y a la logique de Donald Trump qui a changé, parce qu'il faut le savoir, son premier mandat, son premier quinquennat, il ne se préoccupait pas du tout de l'Afrique. Il y a une politique africaine qui a été mise en place, notamment par Troy Fischwell, ancien ambassadeur en Guinée-Conakry, où maintenant il veut clairement faire une diplomatie économique. Et moi je pense que dans son propos, on sait très bien que le Nigeria, deuxième partenaire économique en Afrique, on sait qu'il y a le pétrole, il y a des échanges importants entre les deux pays. Donc moi je pense que Donald Trump est plutôt dans cette logique-là, toujours, et cette menace peut du coup tendre vers sa diplomatie économique et aller dans les intérêts américains. Sachant aussi que... impériale, voire... voilà, c'est quand même une diplomatie impérialiste. Impérialiste, oui, clairement. Impérialiste, clairement. Et aussi, ce que je voulais préciser, ce qui change à la Maison-Blanche, c'est que maintenant, il y a un bureau de la foi, où c'est Paula White qui est à la tête de ce bureau de la foi depuis le mois de février, chose qui n'existait pas précédemment. En tout cas, ça avait un autre nom, c'était un bureau confessionnel. Là, c'est un bureau de la foi. Et il y a, c'est vrai, cette diplomatie qui associe aussi la dimension chrétienne. On l'a vu, Paula White est partie en RDC et a fait des prières, notamment avec Félix Tshisekedi. Donc voilà, exactement. Donc voilà, il y a cette logique-là qui associe donc diplomatie économique, dimension et valeurs chrétiennes, et toujours la logique d'intérêt de Donald Trump. Et aussi, je dirais, une touche quand même, je dirais, de démarche raciale ou raciste, parce qu'on faisait tout à l'heure, on évoquait sa position vis-à-vis de l'Afrique du Sud, où il a déclaré que les Afrikaners, que les Blancs sud-africains étaient menacés de génocide en Afrique du Sud. Là, de toute façon, quand il tient ses propos... D'ailleurs, à l'époque, Elon Musk lui murmurait à l'oreille. Oui, bien sûr, c'est ce que Ben rappelait. Lui, Donald Trump part toujours à sa base. Quand il s'adresse comme ça et il essaye d'attirer un peu... ça provoque un battage médiatique. Sa base, il pense aussi. Oui, il le pense, mais il parle quand même de sa base électorale. Mais pour Trump, les Américains, c'est la race supérieure. Je le dis aussi brutalement. Je mets quand même entre guillemets. C'est le grand pays. Il y a de ça. Oui, c'est ça. Il est en train de rassurer le lobby, entre guillemets, évangélique, en tout cas les évangéliques qui sont autour de lui, en disant, voilà, moi je me soucie de la cause chrétienne, et voilà le discours de Donald Trump. C'est ça. C'est quand même une démarche impérialiste, parce que une fois de plus, il repositionne les États-Unis comme un pays puissant, donc qui peut faire la loi dans le monde entier. On pense au Groenland, par exemple, la menace sur le Groenland. Oui. On pense également à ce qui se produit aujourd'hui contre le Venezuela. J'allais le dire, effectivement. C'est une diplomatie de la force. Et à partir du moment où Trump dit « je suis la première puissance mondiale », on m'obéit.
on m'obéit, et tout se termine par une négociation commerciale, parce que c'est ce qu'il veut en réalité. Choc pour pouvoir. Donc il y a la menace, et les évangélistes ne sont pas connus pour leurs nuances dans l'expression de leur foi. On peut le dire, Grégory. Je laisserai les commentaires de Maître Jean-Paul Benoît. Non, je le dis. Bon, déjà, c'est évangélique, hein, pas évangéliste, mais c'est encore deux choses différentes. Je précise. Mais voilà. Vous êtes très renseigné sur la syntaxe. Oui. Je le dis avec prudence et respect. En tout cas, le gouvernement nigérian a choisi la voie diplomatique pour répondre à la Maison-Blanche en invitant les autorités américaines à mieux s'instruire sur la complexité des situations, des conflits, aussi bien au Nigeria que dans d'autres pays d'Afrique. On a évoqué d'ailleurs, à Abuja, on évoque la RDC, etc., où la situation est tout aussi complexe, évidemment. Et le seul paramètre religieux pour comprendre ces conflits paraît évidemment singulièrement limité. Mon cher Gratien, que pensez-vous de tout ça? Ah oui, ce que je pense, c'est que il a raison, Grégory. En fait, il y a le volet, il a besoin en fait de contenter son électorat, l'électorat évangélique, oui, justement, les protestants qui sont un peu intégristes. Parce qu'il y a aussi les élections, mais en même temps, il y a les négociations pour l'économie nigériane, éventuellement, comme dans plusieurs pays africains, qui se tournent vers la Chine. Et à un certain moment, il faut essayer de les cadrer, de les ramener sur entre guillemets, la bonne voie. Mais en réalité, il a beau mobiliser le Pentagone, tout ce qu'il fait, là, les États-Unis ne peuvent pas intervenir au Nigeria. Techniquement, c'est impossible. Techniquement, je dis bien techniquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un ennemi désigné. L'ennemi désigné n'est pas un endroit donné. On ne trouve pas Boko Haram ou État islamique à un endroit donné qu'on va trouver. Deuxièmement, il s'attaque à l'État. Quand on voit bien, il s'attaque à l'État nigérien. Ce n'est pas les islamistes. C'est comme si c'est l'État qui favorise les tueries contre les chrétiens. Et il ne peut pas attaquer l'État pour lutter contre ça, c'est vraiment incompréhensible. Et il ne peut pas s'attaquer à ces islamistes. En fait, on a l'impression qu'il n'a pas retenu la leçon de la Somalie. Et au moins, ce qu'il devait faire, éventuellement, s'il dit bien qu'il veut lutter contre Boko Haram et l'État islamique, qui se trouve dans le nord du Nigeria, au moins, il peut leur donner les drones, il peut faciliter les renseignements au niveau des satellites pour les téléphones, autre chose, pour les aider à lutter contre les islamistes. Mais il n'est pas à ce niveau, et on verra. C'est à l'ordre du jour maintenant. À un certain moment, on va oublier parce que ce n'est pas comme le Venezuela. Venezuela, c'est autre chose. Ils ont un litige idéologique. Mais pour le Nigeria, à mon avis, c'est pour amuser la galerie. Comment vous expliquez alors que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a confirmé récemment que l'intervention au Nigeria était bien en préparation? Est-ce que tout ce monde est sérieux? Non, pas du tout. Mais c'est lui qui dirige le Pentagone. Il reçoit l'ordre que dans les médias du président, il va dire dans les médias qu'il est en train de se préparer. Mais en réalité, il n'a pas reçu l'ordre militaire et il n'y a pas de préparation militaire pour intervenir au Nigeria. C'est, comme je l'ai dit, il intervient comment? Contre l'État nigérian, contre l'armée nigériane, contre Boko Haram. On ne peut pas intervenir contre Boko Haram et sans être avec le gouvernement. On ne peut pas intervenir contre le gouvernement. Les Américains, ils sont incapables de débarquer en Nigeria. Ils ont une formation militaire qui n'est pas adaptée à la structure du pays, à moins de raser le pays, comme ils ont fait en Irak. C'est l'expert militaire qui a parlé. Oui, mais Trump n'a pas du tout l'intention d'intervenir. Et j'ajoute que quand le secrétaire d'État à la Défense a été nommé, il y a eu des interrogations importantes sur sa compétence. Oui. Donc il répète ce que dit Trump. Oui. Et le haut état-major américain continue à avoir des interrogations sur la compétence. On peut quand même s'inquiéter, Jean-Paul Benoît, on peut quand même s'inquiéter d'autant de légèreté de la part des dirigeants de la première puissance mondiale. C'est une vraie interrogation, une véritable inquiétude. C'est un problème pour le monde aussi. Pour le monde. C'est bien ce que je dis, c'est la première puissance du monde. Ça c'est vrai, mais on est dans une espèce de logorée schématique et virulente.
Grégory ? Oui, juste une précision sur la notion de diplomatie économique. Il a fait brandir quand même la menace de la suppression des aides. Donc on voit bien qu'il est dans cette rhétorique. Il a fait la même chose avec l'Afrique du Sud. Oui, c'est déjà fait. Voilà. Après, il y a un deuxième aspect quand même que je veux aussi mettre en exergue, parce que on parle beaucoup en Afrique de deux aspects dans nos nombreux échanges, où il y a des luttes d'influence, notamment sur le plan économique, avec la présence de la Chine et l'Occident, sur le plan sécuritaire, avec la Russie. Mais il y a aussi le volet religieux, où il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont très présents, qui font aussi du soft power. Et on peut penser aussi, je pense, que Donald Trump a aussi cette idée sur la dimension chrétienne pour être aussi présent sur le continent africain. Peut-être cette idée, mais on ne la comprend pas très bien. Oui, on est là pour il ne va pas convertir les musulmans. Il ne va pas convertir les musulmans. Non, c'est d'être présent sur le continent. Grégory dans la tête de Donald Trump. Oui, non, moi je pense qu'il y a ce volet-là. C'est difficile de faire l'exégèse quand même de ce qu'il dit tous les jours. Oui, c'est toujours compliqué. Parfois c'est un peu trop simple d'ailleurs. C'est simple, mais trop compliqué. Justement. Voilà, en tout cas, je ne résiste pas à vous lire. On parlait beaucoup justement du parallèle avec l'Afrique du Sud. Je voulais citer ce journaliste mauritano-guinéen qui écrit que, je cite, cette fervente défense des chrétiens nigérians fait écho aux positions de Donald Trump concernant les Afrikaners, descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud, évoquant un prétendu génocide à leur encontre, ce qui suggère une approche idéologique plus large de la politique africaine de Trump. Parce qu'il y a de l'idéologie. Oui, bien sûr. De l'idéologie quand même. On sait quand même à quel répertoire idéologique on a affaire à la Maison-Blanche aujourd'hui, M. Jean-Paul. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Nommez-le. Quoi, ce répertoire idéologique auquel on a affaire. C'est une idéologie rudimentaire et violente. Oui. Au choix. Il n'existe pas dans les catégories connues. Non, c'est une création permanente, Trump. Oui. À partir d'une analyse très simpliste. Et voilà, il parle. Et après, effectivement, comme le disaient nos amis, dans quelques jours, il passera à autre chose. Il y a quand même plus qu'une proximité avec les idéologies d'extrême droite. Oui, enfin, que l'idéologie d'une droite autoritaire, en tout cas. D'accord. Bon, je préfère le mot droite autoritaire qu'extrême droite. De temps en temps, l'autoritarisme aussi est extrême. Non, mais c'est ce qu'il veut, Trump, d'ailleurs. Un pouvoir autoritaire, on le voit, il s'attaque aux universités, aux juges, et la religion est commode pour dire, ben voilà, moi je dis le bien, et les autres disent le mal. Merci, on va passer à un autre sujet, un autre climat, le Sénégal. Sénégal où rien ne va plus entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Samedi dernier, le 8 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a organisé un meeting géant à Dakar, un événement diversement commenté, apprécié. Quelques jours après ce meeting, la tension est montée de plusieurs crans entre le Premier ministre et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Ben Yassi, je me tourne vers vous pour essayer de comprendre cette crise inédite au Sénégal. On va le faire par séquence, si vous voulez bien. Alors, on va commencer par ce meeting géant, le 8 novembre dernier. Alors, il faut dire que c'est surprenant quand même au Sénégal de voir un Premier ministre organiser un tel événement, se livrer à un tel exercice, un meeting géant, alors qu'il est en fonction, qu'a voulu démontrer exactement Ousmane Sonko avec ce gigantesque rassemblement. Oui, c'est un rassemblement qu'il a nommé lui-même un terra-meeting. C'est-à-dire, terra-meeting, ça signifie quoi? C'est plus qu'un méga-meeting. Ah, c'est terra-meeting. C'est terra-meeting, donc l'objectif, c'est de rassembler le plus de monde possible. Et si on décrypte bien les messages ou bien la façon de faire la stratégie de Ousmane Sonko et de Pastef, à chaque rassemblement, ils choisissent un endroit qui peut se remplir très rapidement et de manière très dense. Et donc, c'est pour faire effet foule. Donc, le parking du stade Léopold Sédar Senghor, j'ai essayé avec des amis mathématiciens de faire de petits calculs. Bon, il faut reconnaître que quand même, si on prend 3 personnes par mètre carré, on peut estimer qu'il y avait à peu près 271 000 personnes au niveau du parking. D'accord. Avec des militants venus des 4 coins donc, du Sénégal. De monde, en tout cas. Donc beaucoup de monde, c'était l'objectif recherché. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est tout ça pour ça? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ce cirque, surtout par rapport
a un modèle républicain aussi prestigieux qu'est le Sénégal. L'objectif, je pense, maintenant avec les derniers développements, on sait qu'il a eu vent de certaines choses que voulait entreprendre M. Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la coalition Diomaye. On va y arriver, oui. C'est la prochaine séquence. Oui, c'est la prochaine séquence. Donc là, je pense qu'à travers ce meeting, l'objectif c'était une démonstration de force. Essayer de faire peur au président en lui disant que peut-être vous avez la légitimité constitutionnelle, mais moi j'ai la légitimité populaire. Généralement, on entend ce genre d'exercice de la part des opposants en général. Oui, mais vous savez, Ousmane... Serait-il devenu un opposant interne dans l'exécutif ? Ousmane Sonko est un éternel opposant. D'accord. Même étant Premier ministre, il a toujours les réflexes, le comportement d'un opposant. Et un électron libre vis-à-vis du président. Et un électron libre vis-à-vis du président, et c'est plus qu'un électron libre, c'est un manque total de respect par rapport au président de la République, qui est quand même le gardien de la Constitution et la clé de voûte de toutes nos États. Alors, deuxième séquence, justement, après on écoutera évidemment nos autres chroniqueurs. C'était ce mardi, le président Diomaye Faye a décidé de changer la direction de la coalition présidentielle Diomaye président. Il a donc démis de ses fonctions Aïssatou Mbodj, une proche de Ousmane Sonko, jusque-là dirigeante de la coalition. Et il a nommé Aminata Touré, conseillère spéciale du président, donc sa conseillère spéciale. Alors, cette décision a manifestement mis le feu aux poudres au sein du PASTEF, le parti du président et d'Ousmane Sonko. Dites-nous. Oui, le problème c'est que Ousmane Sonko avait vu venir les choses et il avait 15 jours avant ce meeting. Il se disait fatigué, il n'a pas assisté au Conseil des ministres et il a fait circuler une information comme quoi qu'il allait faire une importante déclaration. D'accord. On a attendu et au cours de cette importante déclaration, c'était l'annonce de ce meeting prévu pour le 8 novembre. Et au cours de ce meeting, qu'est-ce qui a été fait? On a vilipendé, on a calomnié, on a raconté des contre-vérités et sur Aminata Touré. Donc il savait que cette dame allait être nommée quelque part au niveau de la coalition. Et Diomaye a laissé passer. Et n'oublions pas que Diomaye, depuis le mois de septembre, en tant que président de la coalition, avait donné des instructions pour qu'on réorganise sa coalition présidentielle. Ce que Ousmane Sonko avait contrecarré lors des législatives en dressant une seule liste sous le label PASTEF. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'il y a un conflit. Cette fois-ci, Diomaye Faye, en tant que président de la coalition, a désavoué publiquement son Premier ministre, qui est parallèlement le président du PASTEF, qui est la locomotive également de cette coalition. Et c'est pourquoi, quand son communiqué désignant Mme Aminata Touré comme présidente maintenant, ou bien superviseur général de la coalition, aussitôt, Ousmane Sonko a convoqué une réunion d'urgence de PASTEF et le communiqué qui a été sorti, c'était pour, à la limite, rabrouer cette décision qui a été prise par le président. Et le président, hier, en Conseil des ministres, l'a rappelé. Hier, donc, nous sommes jeudi, c'était donc mercredi. Le mercredi, en Conseil des ministres, le président Diomaye Faye a insisté, a mis une parenthèse politique pendant ce Conseil des ministres pour dire qu'il a décidé de réorganiser la coalition Diomaye et qu'il avait donné des instructions depuis le mois de septembre pour que les choses aillent dans... Et manifestement, Ousmane Sonko n'accepte pas cette autorité donc, du président. Ne l'accepte pas. Déjà, à la veille du meeting, il avait pris des congés en faisant fi des règles de bienséance républicaine. Parce que lors de ce communiqué de ce Conseil des ministres, ce n'est pas le président de la République qui informe le gouvernement des congés du Premier ministre, mais c'est le Premier ministre qui informe le gouvernement de ses congés, et sans donner la durée. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui occupe l'intérim du Premier ministre. Ah d'accord. On parle de Mme Yacine Fall
garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais officiellement, au niveau du communiqué de ce Conseil des ministres, on ne donne pas la durée de son congé, on ne donne pas le nom de l'intérim ou bien qui va assumer cet intérim. Donc, c'est là où nous en sommes présentement. Donc là, c'est un conflit qu'on voyait larver, qu'on savait larver depuis quelque temps. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Oui, et maintenant, vous ne pensez pas que le clash allait arriver si vite, hein? Vous savez, la politique, comme le disait un de nos doyens analystes politiques, c'est le cimetière des amitiés. Bon, Gratien, qu'en pensez-vous de cette péripétie, cette tribulation sénégalaise? Justement, comme vous le dites, c'est étonnant que ça se passe assez rapidement, en principe. Ce genre c'est une sorte de dualité au pouvoir. Ça arrive dans plusieurs pays, c'est déjà arrivé dans plusieurs pays où il y a le président du parti et le président de la République. Souvent, le président du parti, il attend à ce qu'il remplace le président de la République. Ça s'est passé dans quelques pays. Et en réalité, il y a une certaine patience. Celui qui veut arriver doit patienter pour arriver au pouvoir. Il ne doit pas torpiller celui qui est au pouvoir, parce qu'il torpille son camp. Moi, ce qui m'étonne dans le camp dans leur parti, dans PASTEF, c'est qu'il n'y ait pas un comité des sages. En principe, dans d'autres pays, dans d'autres partis, il y a un comité des sages qui règle les conflits à l'africaine. On retrouve le président, le Premier ministre. On dit, bon, voilà ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on règle? Et c'est ce comité des sages, finalement, qui règle la situation. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, on ne sait pas déjà jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont provoquer de nouvelles élections présidentielles où le président il va démettre son Premier ministre? Et en ce cas-là, il n'a pas le Parlement, il y a celui qui a les militants, celui qui a les députés. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend je ne connais pas bien la constitution sénégalaise, qu'est-ce qui peut se passer, mais en réalité, c'est une sorte d'instabilité qu'il crée. Et malheureusement pour eux, c'est que s'ils rentrent dans les élections, ce n'est pas sûr d'être élus. Parce que finalement, ils auront démontré qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble et le peuple va choisir les autres. Oui. Cela dit, Maître Jean-Paul Benoît, il y a quand même eu des élections et les Sénégalais ont voté pour un homme. Parce qu'une élection présidentielle, c'est le choix d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas le choix d'un parti politique. Voilà, cet homme a été choisi. Il est président donc, de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et il semble que, indéfiniment, son Premier ministre, Ousmane Sonko, le considère comme un président par défaut. N'est-ce pas là, je dirais, le problème originel? Non, mais vous avez raison de dire que l'élection présidentielle d'un homme ou d'une femme est un vote démocratique qui se fait pour un homme ou une femme, mais ils sont quand même issus d'une formation politique. Moi, je regrette pour le Sénégal, qui a été un État géré la plupart du temps pacifiquement, démocratiquement, où la dévolution du pouvoir s'est faite sans violence depuis de très nombreuses années. Ce ne fut pas le cas aux dernières élections. Alors j'y arrive, ça ne fut pas le cas. Et les torts sont partagés largement aux dernières élections. Par beaucoup. Ça ne fut pas aux dernières élections. Moi, je ne suis pas surpris de ce qui se passe, puisqu'il y a un homme fort, c'est le Premier ministre, et qui est l'homme du parti, qui est l'homme du soutien populaire, qui a créé ce mouvement, et compte tenu des circonstances qui ont présidé à l'élection présidentielle, il n'a pas pu être le candidat à la présidence. Donc pour moi, le conflit était sous-jacent, et il se produit. On a connu, je fais une comparaison avec prudence, on a connu un attelage du même ordre entre Poutine et Medvedev, sauf que Medvedev n'a pas osé broncher. Oui, parce que c'était Poutine qui était l'organisateur de ce scénario. Et Poutine avait organisé le scénario. Oui. Donc, comment est-ce que tout ça va se terminer? Moi, je n'en sais rien. On est dans une espèce de bras de fer entre les deux premières personnalités du pays, et donc je trouve que cette phase nuit au pays, à son image, et en plus c'est un pays qui a des problèmes économiques importants, donc cette guérilla entre le président et son Premier ministre est néfaste pour l'économie, pour le prestige du pays, et finalement pour les Sénégalais.
Donc il faut trouver une issue. Alors on peut inventer un comité des sages. Encore faut-il trouver des sages. Moi, ça, c'est toujours difficile de dire celui-là est un sage et celui-là ne l'est pas. Et puis il faut appliquer la Constitution. Alors si le président peut démissionner ou le Premier ministre peut ne plus siéger, on ne sait pas très bien pour combien de temps. Donc on est dans une espèce de confusion dangereuse pour la démocratie dans ce pays et néfaste pour sa stabilité pour la paix sociale. Et son économie. Et sur l'économie, d'autant que le pays a quand même d'autres urgences que exactement. Voilà, d'observer à longueur de journée une querelle entre deux hommes ou au sein d'un parti, Grégory. Moi, ce que j'observe, Bassirou Diomaye Faye a obtenu 54% à l'élection présidentielle. Donc il y avait vraiment eu un vote d'adhésion par rapport à Bassirou Diomaye Faye et au PASTEF. Il est légitime, c'est sûr. Ce que je vois depuis le début, est-ce qu'ils veulent vraiment gouverner? Parce que depuis le début, entre la dissolution, entre cette dette cachée, bon, il n'y a plus débat maintenant sur la dette cachée, maintenant le terrain meeting. Nous, on connaît ça, la dette cachée. J'irai pas là-bas, mais en tout cas... Elle est tellement cachée qu'on la connaît. Voilà, mais nous, Français, on la connaît, et Monsieur le maire la connaît. Ah oui, très bien. Ah oui. Donc je ne donne pas de leçons au Sénégal. Hein. Ce qui est sûr, c'est un peu l'élément de langage. Il y a eu cette démonstration de force axiométique qui était impressionnant et c'était l'effet qu'ils voulaient produire. Ça a bien marché. Mais je me demande combien de temps les Sénégalais vont accorder du crédit à ce binôme s'il existe encore. Et est-ce qu'ils ont vraiment des solutions? Parce que moi, je trouve... Mais les Sénégalais n'ont pas voté pour un binôme, ils ont voté pour un homme. Oui. Et ils ont voté aussi pour le respect des institutions. Ça oui, mais on sait très bien quand même que ça a été comme ça à la campagne. C'était le ticket, du gagnant. Une fois que l'élection est terminée, on respecte les institutions. Est-ce que M. Ousmane Sonko est réellement soucieux de la paix sociale? Non. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, de la part de cet homme, une stratégie de la tension permanente? Parce que c'est à ça qu'on assiste depuis l'élection de Diomaye Faye. Oui, bien sûr, manifestement. De toute façon, on l'avait déjà dit ici sur le plateau que qu'on ne pouvait pas gouverner à deux, on ne pouvait pas fonctionner en binôme, en duo, tout ce que vous voulez, ce n'était pas possible. Mais moi, je vous dis, c'est que aujourd'hui, en tout cas, Ousmane Sonko, moi, c'est ce que je m'aperçois, c'est qu'il est très content d'avoir trouvé cette dette cachée, parce que comme ça, il ne peut pas gouverner derrière, et il dit que ça va être l'austérité. Et c'est comme ça qu'il s'adresse à la population sénégalaise. Donc moi, c'est la question que je me pose par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Non, Francis, pour rappel, on l'a toujours dit, c'est une de nos leçons de première année en Sciences Po. Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme ou une femme avec son peuple. Et dans ce cas présent, c'était Bassirou Diomaye Faye, même si... Derrière, Sonko disait que Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko, mais les Sénégalais... Il y a eu une élection en tout cas. Une élection. Et on peut s'en réjouir parce qu'ailleurs, on fait des coups d'État. Oui, mais sauf que... il y a eu des élections au Sénégal et des élections incontestables. Oui, sauf que Francis... Sauf que le ministre ne l'accepte pas, manifestement. Sauf qu'entre-temps, il y a des langues qui se délient. Il était question d'un deal sur le dos du peuple sénégalais, que Diomaye allait faire un laps de temps, démissionner, on va faire une élection anticipée pour que... C'est une année, 2 ans? Allez-y. Oui, pour que Ousmane Sonko s'installe. Sauf que... C'est important ce que vous dites là, parce que c'est une information très forte. Oui, c'est des proches, ça a été dit sur un plateau Vous de télévision. connaissez des présidents qui adorent faire des élections anticipées concernant leur mandat? Justement. C'est un beau sujet. Au pouvoir. Justement, ça fait. Diomaye a été servi par un autre facteur inattendu. Oui. La question judiciaire qui pèse sur Ousmane Sonko. Oui. Et avec son pôle d'avocats, il avait introduit auprès de la Cour suprême un rabat d'arrêt qui a été rejeté. Donc, théoriquement, Sonko ne peut pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. En l'état, ça peut évoluer. Puisque sa condamnation a été confirmée. Oui, donc voilà, sa condamnation a été confirmée. En dernier recours Oui, c'est le rabat d'arrêt. C'est la condamnation pour diffamation. Pour diffamation. Envers un ancien ministre. Envers Mame Mbaye Niang, qui a été un ancien ministre de Macky Sall. C'est pas dramatique. Oui, donc c'est là où nous en sommes. Et on sait que Sonko est un homme pressé.
Donc, il veut pousser. Et un peu énervé aussi. Un peu énervé. Et c'est pourquoi il veut pousser Diomaye Faye à lui passer le témoin. Et surtout qu'il pense que Diomaye Faye est trop laxiste, entre guillemets, envers les anciens responsables de l'ancien régime. Parce que lui, il pense que la justice ne fait pas vraiment son travail. C'est pourquoi l'ancien ministre de la Justice, qui était un haut magistrat, a été limogé au profit d'une de ses proches, Yassine Fall, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant devenu garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et son ancien avocat, Maître Bamba Cissé, par ricochet, est devenu ministre de l'Intérieur. Donc, lui, ça se voit qu'il se préparait à prendre le pouvoir. Sauf qu'il y a des événements imprévus. Maintenant, là, Alors, vous allez nous dire maintenant, que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? Parce que l'hypothèse de la rupture est clairement évoquée aujourd'hui aussi. Oui, non, il y a une rupture qui est bel et bien possible, mais à condition que chacun joue le jeu. Ça veut dire que soit Bassirou Diomaye Faye prenne ses responsabilités et démette Ousmane Sonko de ses fonctions de Premier ministre. Le président, constitutionnellement, peut démettre le Premier ministre. Absolument, oui. Absolument. Ou il faut un vote. Non, c'est un décret présidentiel. Oui, parce que je ne connais pas dans le détail. C'est un décret présidentiel. C'est un décret présidentiel. C'est pourquoi, comme ici en France, le Premier ministre sert toujours de fusible au président de la République. Oui, mais en France, théoriquement, le président peut pas démettre le Premier ministre. Ils sont du même parti politique. Il y a une habitude, politique. le Premier ministre démissionne. Oui, mais sauf qu'Ousmane Sonko a clairement dit qu'il ne va jamais démissionner. Voilà, c'est pour ça. Et donc, l'idéal aurait été... d'accord, donc c'est un poste, donc voilà. Ben oui, il s'accroche parce que lui, il pense que le projet, c'est lui qui l'incarne. Il a privatisé le poste de Premier ministre. Le poste de Premier ministre et que c'est lui qui incarne le projet. S'il n'est plus là, le projet ne pourra pas marcher. Sauf que depuis quelque temps... C'est ce qu'il a toujours pensé. Oui, mais maître, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas très démocratique. Il y a un marasme économique qui est là. Déjà, il a utilisé cette supposée dette cachée qui est déjà une insécurité linguistique en économie, pour l'utiliser comme une arme politique. Et là, les jeunes à qui on avait promis des emplois n'ont toujours pas d'emploi. Le Sénégal est en détresse financière parce que sa notation a bel et bien baissé. Les inondations, les populations pataugent toujours dans des zones inondées. Les populations qui avaient des bourses familiales, ils ont bloqué les bourses familiales. L'année dernière, la zone de la... Vous faites un bilan du... Non, c'est un bilan précoce. Non, je mets l'accent sur les priorités du moment. À la place de... C'est bien beau la politique. Oui. Mais l'économie d'abord. Je vous interrogeais comme analyste politique, non pas comme partisan. Enfin, non, c'est un analyste politique qui vous parle. Voilà, et psychologue en même temps. Tout à fait. Parce qu'il est dans la tête. On va conclure donc ce sujet, on va y revenir forcément, puisque... on aura de belles aventures devant nous. Moi, je suis pas... Je répète... Ces événements sont en cours au Sénégal. Je répète, je ne suis pas surpris par ce qui se passe. Tout ça vous semble très éloigné de votre environnement habituel, Gratien. Vous voyez tout ça avec beaucoup d'intérêt? Oui, beaucoup d'intérêt de la façon de faire. Oui. Et il y a aussi le côté... il y a des problèmes, mais c'est très pacifique. Mais tout ça, ce n'est pas dans un cadre démocratique. Hein. Oui, c'est un cadre démocratique, très démocratique même. Parce qu'à un certain moment, quand ça se passe comme ça dans d'autres pays, il y a déjà les militaires qui commencent à se rapprocher du pouvoir. Que vous connaissez ces pays. Oui. Donc ça commence à se rapprocher du pouvoir, au moins pour régler les choses. Quant aux élections, les militaires, ils vont les remettre à un certain moment quand les partis vont s'organiser. Et donc, du coup, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer chez vous parce que c'est le président qui est au pouvoir et le Premier ministre. Et il y a les partis de l'opposition qui ont été pratiquement affaiblis. Et donc, pour le moment, il y a une tentation. Il peut y avoir, par exemple, les Gen Z, à un certain moment, qui se réveillent. Ça existe. Il suffit qu'il y ait des conditions. Il y a déjà eu des Gen Z avant la lettre même au Sénégal. En tout cas, on a eu le mouvement Y'en a marre, on a eu pas mal de mouvements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par A ou par B, ils vont trouver un compromis, à la limite, une compromission. Est-ce que Sonko est un homme de compromis? C'est ça la question. C'est une question fondamentale. Oui, mais à un moment donné, il n'aura pas le choix. Parce que ce qui est sûr, au Sénégal, on a une armée
très républicaine, qui veille sur les fondements et la chance, et on l'a vu les années passées, de 2021 à 2023, les fondements de la République du Sénégal sont suffisamment solides pour faire face à toutes ces crises, et on l'a vu depuis 1962, entre Senghor et Mamadou Dia jusqu'à maintenant, les fondements sont solides. Et à ce niveau, il n'y a pas de crainte. Merci Ben Yassi. On va passer au troisième et dernier sujet de cette édition. Le cas des combattants africains dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'affaire a été de nouveau évoquée la semaine dernière par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, qui a interpellé à ce sujet les gouvernements africains en leur indiquant, je cite, qu'au moins 1436 citoyens de 36 pays africains combattent actuellement dans les rangs de l'armée d'invasion russe. Selon lui, je cite encore, le nombre réel pourrait être plus élevé. Alors, ces mercenaires involontaires recrutés sur la base de contrats trompeurs sont déployés en première ligne et ne survivent pas plus d'un mois au front. Une affaire bien préoccupante quand même, Maître Jean-Paul Benoît. Oui, moi, l'armée russe fait appel à des mercenaires étrangers. Ça a été vrai avec la Corée du Nord et maintenant c'est vrai avec un certain nombre d'Africains. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans quelles conditions ils sont recrutés, quelle pression on a... Ce sont des contrats trompeurs, avec voilà, quelle pression, évidemment. J'y arrive, quelle pression on a exercée sur eux. Ils se retrouvent combattants. Et qu'est-ce qu'on leur a fait miroiter pour qu'ils s'engagent dans l'armée russe. Donc, sans aucune formation. Sans aucune formation, c'est ce que vous dites, c'est ce que j'ai lu. On l'avait constaté déjà. C'est ce qu'on a constaté. Donc moi, je condamne formellement et tout à fait avec beaucoup de force cette pratique de l'armée russe, parce que Poutine, il a besoin de recruter. On a beau dire qu'il a une population plus importante que l'Ukraine, etc. Il y a aussi une lassitude, même si l'opinion publique russe ne peut pas s'exprimer, il y a une lassitude de la population, disent tous ceux qui vivent en Russie et qui connaissent ce pays intimement et géographiquement en y vivant. Il y a une lassitude de la population, donc tout est bon pour renforcer l'armée russe. Et moi, je condamne cette politique de la prévarication. On essaie de faire croire à un certain nombre de gens dans le besoin qui vont trouver là et de l'argent et de la gloire, etc. Et pourquoi les familles russes jusque-là ne disaient pas grand-chose, c'est que les Russes qui s'engagent dans l'armée sont très bien payés par rapport au salaire moyen des Russes. Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est le fait que ce soit les autorités ukrainiennes qui interpellent les gouvernements africains, quoi. Il faut dire, pas de réaction significative de la part des gouvernements africains jusqu'à présent. Alors, on parle quand même de 36 pays concernés, quand même, dans cette affaire. Alors, on a quand même noté la réaction du président kényan William Ruto, qui a demandé au président ukrainien de faciliter la libération de tout Kényan détenu en Ukraine. Et manifestement, les États africains concernés sont soit embarrassés, soit démunis face à cette situation, mon cher Gratien. Alors, l'histoire des combattants étrangers, des combattants africains, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et au début de la guerre, il y avait dans les deux camps. Au Sénégal, le gouvernement avait interdit à l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal de ne pas recruter les Sénégalais. Donc il y avait des gens qui étaient recrutés. Et comme le dit Jean-Paul, en fait la Corée du Nord, ce sont des militaires. Ce sont des militaires du pouvoir, ce n'est pas des mercenaires. Aujourd'hui, on sait bien que les grandes armées dans le monde, pratiquement, ont des supplétifs ou des mercenaires. D'accord. Il y a les Blackwater, on avait Wagner, on a Africa. Donc il y a toujours des gens qui sont à côté, qui sont recrutés à côté pour faciliter certaines tâches. Et les mercenaires, on les voit même en Afrique, à un certain moment, on a dit, même l'Union africaine qui combattait, qui était opposée aux mercenaires. On voit les Colombiens, on voit les Roumains qui sont partout en Afrique. Donc c'est-à-dire que les Africains, pour moi je considère que les Africains, ils sont comme les autres. Du moment où ce genre de choses est pratiqué par les États, ils sont aussi... Alors quand on vous dit que ces Africains sont donc déployés en première ligne
Et maintenant, on le sait qu'ils ne survivent pas plus d'un mois. Mais ça, c'est l'Ukraine qui le dit. Ça s'appelle la chair, ça s'appelle de la chair à canon. L'Ukraine aussi, il y a la guerre. Il y a eu plusieurs rapports. Dans les médias. Il y a eu plusieurs rapports depuis 2 ans. Ce qui est nouveau, c'est que l'Ukraine en parle aujourd'hui, mais d'autres organisations ont publié des rapports et on dit exactement la même chose. Oui, quand on mobilise, quand on embauche des mercenaires, en principe, c'est... Il y a eu, il y a quelques mois, un article très intéressant, un dossier très intéressant dans Jeune Afrique où on qualifiait ces soldats, enfin ces Africains recrutés, de soldats à usage unique. Le terme est resté. Voilà, donc oui, ça pas nouveau. Oui, c'est normal. Quand on les recrute, en principe, on ne les met pas à l'arrière. Oui. Ils sont payés pour être à l'avant. Il y a un certain pays en Afrique qui a mis à l'arrière les mercenaires qui étaient très bien payés, qui n'étaient pas sur le front. Oui, mais ailleurs, ils les mettent sur... C'est pour ça que, par exemple, les Américains, quand ils en Irak ou ailleurs, ils étaient protégés par ces mercenaires. Les mercenaires protégeaient l'armée. Oui. Déjà, c'est-à-dire que si on attaquait les mercenaires et pas l'armée. Oui, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse de Gratien. C'est une analyse froide d'experts militaires. Oui, mais j'étais persuadé que vous n'alliez pas partager cette analyse. Non, du tout. Surtout que dans le cas de ces combattants africains, c'est de faux contrats qu'on leur donne, ou bien c'est sous la contrainte de la menace. Ce sont des mercenaires involontaires. Oui, c'est des mercenaires involontaires, parce qu'on savait qu'au niveau de certaines grandes villes russes, il y avait des rafles qui étaient organisées pour prendre des étrangers pour les envoyer au front. Et surtout, au niveau du front Est, vers le Donbass, où l'armée russe piétine et subit de lourdes pertes. On sait depuis quelque temps, bon, c'est vrai que les Ukrainiens le faisaient, mais à un moment donné, ils ont su retourner cette situation diplomatiquement en leur faveur. Parce que là, on les voit communiquer plus et se mettre à la disposition de ces États africains pour que leurs concitoyens soient rapatriés. Ils font de la politique aussi. Oui, c'est de la politique. Donc c'est le cas, par exemple, avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud, où il était question de 17 Sud-Africains qui se sont manifestés et qui ont demandé à être rapatriés. Parce que le plus souvent, ces combattants africains servent de chair à canon. Après une formation sommaire et qui ne survivent pas au bout d'un mois. D'ailleurs, l'autorité ukrainienne encourage ces combattants à déserter. À déserter pour se rendre, parce qu'ils vont garantissant évidemment un traitement conforme à toutes les normes de droit international. De droit international. Et surtout qu'on sait que depuis quelque temps, sur ce front est du Donbass, l'armée russe, comme elle piétine, a changé de stratégie. Maintenant, ce n'est plus les moyens lourds qu'ils utilisaient, mais c'est de petites équipes de 4, 5, 6 soldats. Avec des drones. Pas seulement avec des drones, mais le matériel est transporté à dos d'âne et de mulets. Ah oui. Et donc, c'est ces combattants qui avancent. C'est ce qu'on dit, c'est pas ça. Ah si, plutôt les motos. Les motos, il y a des motos, mais il y a... C'est une guerre que je suis vraiment là. Il y a des motos. Non, d'un côté, vous avez raison, Gratien, il y a des motos, mais au niveau de la Gadoue, là où les motos ne passent pas, les tricycles ne passent pas. Encore, on n'est pas encore dans la période de la guerre. C'est pas important. Oui, donc voilà, donc à ce là, c'est ces combattants africains qui sont envoyés en éclaireur pour ouvrir la route aux soldats russes. Et donc, c'est l'hécatombe à leur niveau, déjà avec ces formations sommaires. Et ensuite, qu'est-ce qui prouve que même étant morts, les familles seront dédommagées? Et comme beaucoup de ces combattants ne se sont pas signalés au niveau des représentations diplomatiques africaines, pouvoir faire un suivi de leur dossier, ça devient complètement tâche impossible pour les représentations diplomatiques africaines. Et heureusement que l'Ukraine joue le jeu en proposant son aide. Mais c'est juste de la politique pour avoir le soutien de ces pays. Merci Ben pour cette mise au point. Grégory, pour conclure. Moi, ce que je constate, comme d'habitude, je vois le mutisme de nos dirigeants africains. À quel moment ils se mobilisent pour refaire venir leurs ressortissants. Pour les empêcher d'y aller déjà. Déjà pour empêcher d'y aller, mais on sait très bien que le terreau de la pauvreté... C'est plus compliqué. Le terreau de la pauvreté, malheureusement, n'empêche pas ce fléau-là. Et quand on sait les accords de sécurité qu'il y a avec la Russie, à quel moment on évoque cette question-là dans les échanges diplomatiques? Donc moi, je vois quand même la responsabilité de nos dirigeants. Qui restent pour la plupart silencieux. Je me souviens qu'en 2023, Cyril Ramaphosa, avec 2 autres chefs d'État, étaient partis pour faire une médiation avec la Russie et l'Ukraine. À quel moment on a évoqué les soldats africains? Absolument.
Macky Sall aussi. Maître, rapidement. Oui, juste un mot, je pense qu'on pourrait saluer la libération de Boualem Sansal. Ah oui, écoutez, pour ceux qui nous écoutent de loin, rappelez-nous rapidement le contexte. Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien qui a été arrêté par la dictature algérienne et qui, après l'effort de la diplomatie allemande, principalement, en liaison avec la diplomatie française, mais la diplomatie allemande a obtenu la libération, la grâce a été graciée par le président Tebboune, et Boualem Sansal est libre en Allemagne où il se soigne. Donc je salue cette issue heureuse pour Boualem Sansal, parce que la liberté d'expression est pour moi fondamentale. Et quand un écrivain critique la politique de son pays, il la critique, et il n'y a aucune raison de l'arrêter pour délit d'opinion. C'est bien de finir cette émission avec il a la chance d'être expression du bonheur de Jean-Paul Benoît, avec cette bonne nouvelle. Merci d'être venu, Maître Jean-Paul Benoît. Justement, merci Ben Yayassi, merci Grégory Sileni, merci Gracien Rukindi Kiza, merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique, Mustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. J'aime bien dire cette formule en fait. Elle est méritée. J'aime bien la dire et la répéter d'ailleurs chaque semaine. Elle est méritée. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.